Toutes les sociétés totalitaires faisaient la chasse aux idées subversives contenues dans les livres. Aujourd'hui, on parle énormément de livres censurés. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, censurer un livre au XXIe siècle? Et surtout, pourquoi ça arrive encore? Cette vidéo, je l'ai créée pour comprendre les mécanismes de la censure, revenir sur son histoire et surtout voir comment elle s'exprime aujourd'hui. Tout au long de la vidéo, je vais vous montrer des exemples concrets de livres qui sont censurés ou contestés, qui l'ont été par le passé, qui le sont aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi et par qui. On parlera évidemment de ce que ça dit sur notre société, sur la liberté de lire, de dire, d'écrire et bien sûr sur le pouvoir des mots. Parce que lire, c'est aussi résister et surtout, comprendre la censure, c'est déjà un pas pour mieux la combattre. La censure est une vieille ennemie des livres. Depuis que les livres existent, certains ont été jugés trop dérangeants, trop subversifs ou même des fois hérétiques. La censure, finalement, elle est presque aussi vieille que l'écriture. Dans l'Antiquité, déjà, Platon rêvait d'une cité idéale sans poète. Selon lui, le récit risquait de troubler l'ordre moral et intellectuel. Déjà, la parole faisait peur. Au Moyen-Âge, l'Église devient l'un des plus puissants censeurs. En 1559, sous le pape Paul IV, elle crée l'Index Librorum Prohibitorum, ou Index des livres interdits, avec pour objectif d'empêcher la lecture de textes considérés comme contraires à la foi, à la morale et à l'autorité ecclésiastique. Cette censure, elle durera plus de 400 ans, jusqu'à sa suppression officielle en 1966 par le pape Paul VI. Dans cette liste, il y figure notamment Copernic, Galilée, Rousseau ou bien encore Voltaire. J'ai envie de parler de Copernic parce que je trouve que c'est un exemple assez probant d'à quel point la censure peut être dangereuse et surtout à quel point elle nous dessert. En 1543, Nicolas Copernic, qui est un astronome polonais, publie son œuvre majeure dans laquelle il défend une idée révolutionnaire à l'époque. La Terre n'est pas le centre de l'univers, elle tourne autour du Soleil. En 1616, son livre est partiellement interdit, il faudra attendre 1835 pour qu'il soit totalement réhabilité. C'est donc plus de 200 ans où la science est ralentie, où la science est étouffée. C'est donc une découverte scientifique vraie qui a été considérée comme dangereuse par le pouvoir religieux. Et c'est vraiment pour moi un exemple parfait qui peut montrer que censurer un livre et des idées, c'est parfois aussi censurer l'avenir. C'est tout simplement refuser d'ouvrir les yeux sur ce qui bouscule l'ordre établi. Au XXe siècle, on connaît un moment tristement emblématique de la censure. Dès leur arrivée au pouvoir, les nazis orchestrent une vaste campagne de purification culturelle. Leur objectif, c'est d'éliminer toutes les idées qui vont à l'encontre de leur idéologie. Le point culminant de cette purge idéologique, elle a lieu le 10 mai 1933, lors de ce qu'on appelle aujourd'hui la nuit des autodafés nazis. Des milliers de livres sont brûlés en public sur des places universitaires en Allemagne. Des étudiants, encadrés par les autorités, jettent dans les flammes les œuvres de entre autres Sigmund Freud, Karl Marx, Albert Einstein, Heinrich Heine, etc. La censure, elle devient un spectacle politique, un rituel de domination. Et ce qui est visé, ce ne sont pas seulement des idées, bien entendu. Ce sont des identités, des mémoires, des existences. Les images qu'on pensait peut-être réservées au passé, aux livres d'histoire, des piles de livres brûlés en public, reviennent dans notre fil d'actualité. Et l'ironie tragique, c'est que Heinrich Heine, poète allemand, avait écrit dès 1820 « Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes ». Une prophétie glaçante qui, à peine un siècle plus tard, se révélera vraie. Aujourd'hui, la censure, elle n'a pas disparu. Par contre, elle change de forme. Au XXIe siècle, en France en tout cas, la censure, elle prend une forme surtout juridique. Elle s'exerce au nom de principes démocratiques. On peut interdire ou sanctionner des contenus qui incitent directement à la haine, à la violence ou qui nient des crimes reconnus par la justice. Je fais un petit aparté ici parce que, à mes yeux, la seule forme de censure qui peut se justifier, c'est effectivement les cas de livres de non-fiction qui diffusent des informations volontairement fausses, mais présentées comme vraies, et ça dans le but unique d'inciter à la haine, de diviser ou alors de réécrire l'histoire de manière toxique. Dans ces cas-là, on n'est bel et bien plus dans le débat d'idées, mais plutôt dans la manipulation dangereuse. Et protéger la société de ce type d'ouvrage me semble assez légitime. Aux États-Unis, par contre, la situation est bien différente. La censure prend une ampleur de plus en plus préoccupante, et c'est de ça dont on va parler maintenant. Au début de la vidéo, je vous l'ai dit, on entend beaucoup parler des banned books. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire banned books ?
Est-ce que ce sont des livres qu'on ne peut plus lire, qui ne sont plus imprimés, qu'on ne peut plus acheter nulle part? Alors en réalité, pas tout à fait. Quand on parle de banned books, il faut d'abord faire une distinction entre deux termes. Vous avez d'un côté les challenge books. Ce sont des livres qui sont contestés, souvent par des parents, des groupes religieux ou bien politiques, des associations, etc., qui demandent leur retrait. Et puis de l'autre côté, vous avez les banned books. Et les banned books, effectivement, ce sont des livres qui sont retirés des rayons des bibliothèques ou des programmes scolaires suite à des contestations. Attention, ça ne veut pas dire que les livres interdits le sont dans tout le pays ou qu'ils sont censurés aussi dans les librairies. Les banned books, on peut les acheter et les banned books, ils sont imprimés. Cependant, ils disparaissent de certains espaces publics. Par exemple, les bibliothèques municipales, les bibliothèques scolaires et même les programmes éducatifs. Autrement dit, le livre qui était accessible auparavant ne l'est plus. Un livre qui faisait partie d'un cursus scolaire et qui était validé pour un certain public peut être donc contesté et c'est là qu'il va compter dans les banned books. C'est un phénomène qui est souvent local, c'est-à-dire que ça dépend de l'État ou bien du district scolaire. Même parfois, ça dépend de l'école ou bien d'une université en particulier. Là où cette censure est extrêmement insidieuse, c'est que face à la pression et au climat actuel, certains bibliothécaires ou bien enseignants préfèrent préventivement retirer certains titres. Et ça peut entraîner un véritable effet domino sur l'accès à la lecture. Dans l'histoire, il y a généralement 3 raisons pour censurer un livre. La religion, la moralité et la politique. Maintenant, on va voir comment fonctionne la censure, notamment politique, aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut bien comprendre une chose, c'est que censurer un livre pour des raisons de préjugés, cela viole le premier amendement qui garantit la liberté d'expression et le droit à l'information. Le premier amendement, il s'applique également dans les écoles et dans les universités. Cela signifie que le gouvernement, y compris les écoles publiques et les bibliothèques, n'a légalement pas le droit de retirer un livre parce qu'il déplaît à une partie de la population ou à certaines autorités. Cependant, il existe une nuance importante. Il est possible de choisir de ne pas proposer un livre si celui-ci est jugé inapproprié à un certain âge. Mais là encore, cela doit être fait en respectant le droit des élèves et sans baser cette décision sur des préjugés ou sur des opinions politiques. Le problème, c'est que cette petite nuance qui a l'air comme ça plutôt logique, elle est plutôt bafouée. Elle devient aujourd'hui un terrain de jeu pour ceux qui cherchent à imposer des restrictions basées justement sur des opinions personnelles ou politiques. La censure aux États-Unis, comme partout ailleurs, elle a toujours existé, mais elle prend aujourd'hui une tournure particulièrement marquante. En réalité, après la défaite de Donald Trump en 2020 et surtout les événements du Capitole le 6 janvier 2021, des groupes ultra-conservateurs ont redirigé leur stratégie vers les échelons locaux en ciblant notamment les conseils scolaires. Entre 2023 et 2024, plus de 10 000 interdictions de livres ont été recensées selon l'organisation PEN America. La censure dans les écoles et dans les bibliothèques aux États-Unis, encore une fois, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, elle atteint un niveau sans précédent. Selon un article du Monde, un exemple marquant de cette régression à la liberté d'accès à l'information, c'est le retrait du journal d'Anne Frank, ainsi que son adaptation en roman graphique par Harry Folman et David Polonsky en 2018. Ces livres, qui sont pourtant essentiels, sont aujourd'hui considérés comme trop controversés par certains comités scolaires. En cause, quelques passages qui sont jugés inappropriés, notamment ceux où Anne Frank évoque sa curiosité adolescente à l'égard de la sexualité. La censure, ces dernières années, elle a pris une ampleur considérable. De nombreux livres sont soit contestés, challenge ou carrément censurés, banned. Il est donc essentiel de comprendre le rôle des associations et des organisations qui luttent contre cette censure. On va donc parler de l'American Library Association, ALA, qui est l'une des principales organisations qui défendent la liberté d'expression et les droits des lecteurs. Sa mission, c'est de lutter contre la censure et de soutenir l'accès à des idées variées dans les bibliothèques publiques et les écoles. En 2023, l'ALA elle a rapporté un nombre de 4240 titres contestés ou bien retirés des bibliothèques et des écoles. Et ça, c'est un record historique. Je vais vous montrer à l'écran un graphique qui montre l'ampleur des tentatives de censure à travers les années. En 2024, les tentatives de censure sont de 821, les titres contestés dans ces tentatives 5813 titres,
Des titres uniques qui ont été contestés sont auteurs de 2452 et le livre le plus contesté, il s'agit de All Boys on Blue, Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson. Le bleu ne va pas à tous les garçons, c'est une autobiographie dans laquelle l'auteur, George M. Johnson, partage son expérience en tant que jeune queer noir. Le livre aborde l'identité, mais aussi la masculinité toxique et la famille. Il fait état de douleur, de tendresse et de résilience. Layla n'est pas la seule dans ce combat. Il existe également le PEN America. C'est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 1922 et qui soutient également la liberté d'expression dans la littérature, dans les médias et dans l'enseignement. Leur action à PEN America, ça ne se limite pas aux États-Unis, mais bien à la scène internationale. Ils veulent protéger les écrivains, les journalistes et les créateurs contre la censure. PEN America, son objectif, c'est d'assurer à chacun le droit d'accéder à toutes les idées, même les plus inconfortables. Leur dernier rapport sur les interdictions de livres pour l'année scolaire 2023-2024 indique qu'il y a eu 10 046 cas individuels de livres bannis et 4 231 titres uniques concernés. Et donc, face à ce phénomène, l'administration Biden a créé un poste de coordinateur contre les interdictions de livres. Et ça, c'était en juin 2023. Ce poste est directement intégré au département de l'éducation. Cette initiative visait à lutter contre la censure croissante, en particulier celle qui affecte les ouvrages traitant des questions de genre, de sexualité, de race, mais aussi d'histoire. Ce coordinateur, Matt Nozanchuk, avait pour mission de former les écoles et les bibliothèques à la gestion des pressions politiques et d'assurer que la liberté d'accès à l'information soit maintenue dans les établissements publics. Cependant, dès son retour à la présidence en janvier 2025, l'administration Trump a décidé de supprimer ce poste, qualifiant d'ailleurs cette initiative de canular, le Biden's Book Ban Hoax. Cette décision a été accueillie par une vive indignation de la part de nombreuses organisations de défense de la liberté d'expression, comme évidemment PEN America et Layla dont on a déjà parlé, qui ont dénoncé la minimisation réelle en cours dans les écoles et dans les bibliothèques. Alors cette décision, elle est d'autant plus préoccupante qu'elle intervient à un moment où des lois de censure toujours plus strictes sont proposées dans des États comme notamment l'Iowa et l'Utah, mais ce ne sont pas les seuls malheureusement. On peut citer un exemple, 37 projets de loi ont été introduits dont l'un demande des enquêtes sur 850 titres dans lesquels la présence de sexualité ou bien de racisme pourrait mettre les étudiants mal à l'aise. Parmi ces titres, on trouve des ouvrages comme par exemple Ciel, qui est le premier roman de la québécoise Sophie Labelle qui raconte la vie d'une adolescente transgenre. Il y a également l'adaptation en roman graphique de La Servante écarlate de Margaret Atwood, dont le roman d'ailleurs fait aussi partie des livres les plus contestés et interdits. Ces ouvrages sont jugés inappropriés par certains responsables politiques. Tout aussi affligeant, la censure concerne également un rapport d'Amnesty International qui date de 2011 et qui s'intitule « We are all born free ». Nous naissons tous libres. Cet ouvrage, c'est une adaptation illustrée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est destinée aux enfants dès l'âge de 5 ans. Cette adaptation, elle a été saluée pour sa capacité à expliquer des concepts complexes de manière accessible et engageante. Et en fait, elle vise à éduquer les jeunes sur les droits de l'homme. Pourtant, ce roman graphique fait partie des livres qui ont été contestés car, et je cite, « ils sont susceptibles de provoquer un inconfort psychologique chez les élèves ». Il y a un projet de loi très inquiétant qui pourrait permettre aux citoyens de poursuivre pénalement les bibliothèques et les écoles qui proposent des contenus alors jugés, je cite, sensibles ou obscènes, avec des sanctions réelles allant jusqu'à 5 ans de prison et 10 000 $ d'amende. Et ça, c'est très malin pour ceux qui veulent censurer, car sans réellement finalement interdire un ouvrage, il existe une telle pression juridique sur les institutions et les bibliothécaires que cela les rend encore plus réticents à proposer des livres qui pourraient être vus comme controversés. Alors évidemment, je vais vous citer un exemple frappant d'obscénité et j'espère que je ne vais pas vous choquer. C'est cité dans une interview de Radio France et donc je vais citer. Prenons le cas de l'album illustré Non David. Il a été censuré à cause du dessin des fesses d'un petit garçon qui fait des bêtises. Il aurait été déplacé de l'école élémentaire au collège.
Le comté d'Indian River ont même demandé de recouvrir d'un petit pantalon le dessin des fesses du garçon. Voilà où on en est en 2024, dénonce Greg Ross. Dans ce contexte, face à cette incertitude et surtout à la peur de se voir condamné, beaucoup de professionnels préfèrent carrément retirer des livres en masse des rayons des bibliothèques. On se retrouve avec aujourd'hui des bibliothèques vides. Alors la censure, elle vise quoi exactement? Parce que avec l'exemple précédent, franchement, le concept d'obscénité est assez large. En fait, elle vise à peu près tous les ouvrages et comme vous l'avez peut-être déjà vu, elle frôle l'absurde. Sur la liste des livres bannis dans le comté d'Escambia en Floride, par exemple, on retrouve Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, Mort sur le Nil d'Agatha Christie et même le Guinness Book des records. Le problème aujourd'hui, c'est que la censure, ce n'est pas l'apanage d'un seul bord politique. Aujourd'hui, on assiste à une double censure. Et d'ailleurs, un article de Marianne que je vous mettrai en barre d'infos l'explique très bien. D'un côté, on a des groupes conservateurs qui s'attaquent à tout ce qui touche la sexualité, au genre, à la diversité culturelle et à la critique de l'histoire américaine. Et puis de l'autre, on a des groupes progressistes radicaux qui réclament le retrait d'œuvres jugées offensantes sur des critères de race, de sexe, de sensibilité sociale et qui créent une nouvelle censure bien pensante. Comme le résume le journaliste Otin Houston, on assiste à un nouveau moralisme littéraire qui passe au crible les écrits contemporains à la recherche de quelques péchés. Alors ce sont deux mouvements différents, mais même si leurs intentions et leur ampleur sont différentes, ils ont un même objectif, imposer une vision unique au monde. Évidemment, la leur. Les premières victimes de ça, c'est les écoles, les bibliothèques et surtout les jeunes lecteurs. Des œuvres cruciales pour comprendre notre histoire et notre société sont aujourd'hui mises à l'écart. On ne veut plus former des esprits critiques, on les aseptise, on ne protège pas les plus jeunes, en fait, on les déconnecte de la réalité. En censurant des livres, on fabrique une société édulcorée où tout est lisse, sans aspérité, sans contradiction, mais aussi sans nuance, sans profondeur. La littérature, elle est là aussi pour questionner, pour éveiller, pas pour rassurer ou lisser le réel. Je n'ai pas pu vous donner des chiffres réels, ceci étant dit, selon PEN America, la majorité des contestations dans les écoles viennent des groupes conservateurs, tandis que la censure progressiste radicale est plus présente dans les milieux universitaires, mais il y a des exceptions. Pour illustrer ce propos, on va parler d'un livre qui, je pense, résume très bien cette double censure. Il s'agit d'Huckleberry Finn de Mark Twain. Là et là a classé les aventures de Huckleberry Finn 14e dans sa liste des livres les plus souvent interdits ou contestés, que ce soit dans les bibliothèques, dans les écoles, mais aussi dans les médias. À sa sortie en 1885, il est banni pour avoir osé représenter une amitié entre un jeune garçon blanc et un esclave noir. Aujourd'hui, il est à nouveau censuré pour racisme en raison du langage de l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que Twain n'encense pas le racisme, il le dénonce. Le livre doit choquer, c'est justement son but. Les aventures de Huckleberry Finn, c'est pas le seul livre qui propose une double censure ancienne et moderne. Il y a aussi Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Ce livre a été suspendu des écoles, notamment en Virginie, mais pas que, à cause de son vocabulaire. L'utilisation dans le livre de l'injure raciste, désormais bien sûr interdite. Certains étudiants se disent mal à l'aise. Les deux œuvres ont disparu des rayonnages des bibliothèques publiques et des salles de classe des établissements scolaires d'où venait la plainte. La NCAC, National Coalition Against Censorship, c'est une association américaine de lutte contre la censure, dénonce cette décision. Je cite, « Chaque livre permet aux lecteurs d'acquérir une compréhension historique des relations raciales en Amérique et les invite à examiner la situation actuelle. Bien que déconcertantes pour certains, les insultes raciales représentent de manière réaliste l'histoire des États-Unis et doivent être étudiées sous la tutelle d'un enseignant. » En 2024, l'écrivain afro-américain Percival Everett publie James. C'est une réécriture moderne de Huckleberry Finn, mais racontée cette fois du point de vue de Jim, l'esclave en fuite. Dans un contexte où le roman de Twain est de plus en plus contesté, Everett, lui, il choisit le dialogue plutôt que l'effacement. Il ne condamne pas Twain, il lui répond. Il révèle ce que Twain, en son temps, ne pouvait pas écrire. La pensée, l'humour, la stratégie et l'humanité
de Jim. Everett, il s'est exprimé contre la censure de Huckleberry Finn. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo de cette interview dans la barre d'infos, et je vais le citer. Ironiquement, la présence de ce mot n'est en rien offensante, car il est parfaitement logique dans l'histoire. Sans lui, il serait impossible de comprendre le monde dans lequel se déroule l'histoire. Il serait impossible de comprendre qui sont les personnes, le caractère des personnes qui oppriment Jim et toute sa famille. Les gens qui cherchent à interdire ce livre, soyons réalistes, ne l'ont pas lu. Et s'ils l'ont lu, alors ils ne sont pas capables de le comprendre. Même si l'intention c'est de protéger, le refus d'aborder certains mots ou réalités historiques fait que l'on crée alors de véritables tabous linguistiques et historiques. Orwell, il avait déjà pressenti ce phénomène de tabou et dans La prévention de littérature, il dit, je cite, « Même un seul tabou peut avoir un effet néfaste sur l'esprit, car il y a toujours le danger que n'importe quelle pensée suivie jusqu'au bout peut mener à la pensée défendue. » Percival Everett, il ajoute, que signifie interdire le livre? Il s'agit de dire à un groupe de personnes partageant les mêmes idées, vous ne pouvez pas lire ce livre. Elles ne le liraient pas de toute façon. Il s'agit d'un acte performatif par des personnes petites et effrayées dans le but de contrôler un monde qu'elles ne peuvent pas contrôler. Selon lui, interdire Huckleberry Finn, c'est refuser la confrontation avec les idées dérangeantes de l'histoire américaine. Ainsi, son œuvre, James, n'est pas une annulation de Twain, mais un prolongement audacieux, une réponse littéraire puissante à un classique inconfortable mais nécessaire. Alors pour conclure sur cette partie, j'ai envie de vous citer George Orwell. Celui qui contrôle le passé contrôle le futur, celui qui contrôle le présent contrôle le passé. On a compris toute la complexité de la censure actuelle, voyons donc les livres qui sont les plus censurés. Je vous ai introduit juste avant une citation de George Orwell, je ne peux pas parler de censure sans parler de 1984. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des livres les plus contestés et les plus censurés, et pas seulement aux États-Unis, mais bien dans le monde entier. Publié en 1949, 1984, c'est un roman visionnaire qui dépeint un monde totalitaire. Chaque mot, chaque pensée, chaque souvenir est surveillé et contrôlé par un régime oppressif dirigé par Big Brother. Big Brother, c'est une figure omniprésente du régime qui réécrit l'histoire, efface les vérités et impose une limite à la liberté contrôlée par la terrifiante police de la pensée. Ce livre, c'est vraiment le livre à lire, le livre à même relire, parce que il est vraiment édifiant. D'ailleurs, c'est le thème de la Banned Books Week de cette année, qui aura lieu du 5 au 11 octobre 2025. ALA et la Banned Books Week Coalition rappellent que le droit de lire est un droit humain essentiel. 1984, c'est pas juste un roman culte, c'est un avertissement. Et en 2025, il n'a jamais été aussi actuel. Interdire ce livre, c'est reproduire exactement ce que Orwell dénonçait, le contrôle des idées, la peur de l'opinion et la pensée unique. D'ailleurs, dans 1984, Orwell imagine un gouvernement qui n'utilise pas seulement la propagande d'ailleurs, mais aussi des divertissements creux, des distractions sans fond et surtout des écrits aux idées aseptisées, aux discours lisses, à la pensée confortable et non dérangeante, le tout pour éviter toute remise en question de la population. Ça vous rappelle quelque chose ? Publié en 2007, ce roman de Jodi Picoult est l'un des livres les plus censurés des États-Unis. Entre 2023 et 2024, il a été environ censuré 98 fois. Il aborde un sujet lourd et complexe, une fusillade dans un lycée perpétrée par un adolescent harcelé. L'autrice interroge. Elle parle du harcèlement scolaire, de la violence chez les jeunes, des traumatismes psychologiques et surtout de la zone grise entre coupables et victimes. Alors pourquoi est-ce que ce roman a-t-il été censuré ? Eh bien, les groupes conservateurs évoquent la violence graphique liée à la fusillade et un langage adulte trop cru ou perturbant pour certaines personnes. Mais c'est là que réside évidemment le non-sens de la censure, parce que le roman ne fait pas l'apologie de la violence. Il cherche à la prévenir. En bannissant ce livre, on prive les adolescents d'un espace de réflexion sur des sujets en plus qui les concernent directement, particulièrement aux États-Unis. Casey Meehan, qui est directrice du programme Liberté de lire de PEN America, a déclaré dans un communiqué, je cite, « Ce que les élèves peuvent lire à l'école constitue le fondement de leur vie, qu'il s'agisse de la pensée critique, d'empathie face à la différence, de bien-être personnel ou de réussite à long terme. La défense des principes fondamentaux de l'éducation publique et de la liberté de lire, d'apprendre et de penser est plus que jamais
nécessaire. Alors moi j'ai envie de dire, on bannit des livres qui parlent de fusillade, mais pas les armes qui les rendent possibles. Visiblement, aux États-Unis, on a bien plus peur des mots que des balles. Je vous parlais de Kindred, lien de sang d'Octavia E. Butler en début de vidéo. Dans ma chronique, qui est dans une autre vidéo, je vous avais dit, rappelez-vous, il est absolument nécessaire d'étudier ce texte, ce livre, en classe pour son pouvoir vraiment impactant, parce que ce livre m'a vraiment beaucoup marqué. Je vous le donne en mille. Lien de sang, il n'est pas très apprécié dans les lycées pour diverses raisons, et notamment parce que le contenu est perçu comme controversé ou offensant. Lien de sang, publié en 1979, c'est un roman de science-fiction dans lequel une femme noire d'aujourd'hui remonte le temps et se retrouve esclave sur une plantation. D'autres romans, malheureusement, d'Octavia E. Butler sont également bannis. La parabole du Summer, publié en 1993 par Octavia E. Butler. Ce roman, il est visionnaire et il se déroule en 2024. On est là dans une Californie ravagée par les catastrophes climatiques. L'État abandonne ses citoyens, la société s'effondre, les plus pauvres luttent pour survivre. On va suivre Lorraine, qui est une adolescente afro-américaine dotée d'une hyper-empathie. Elle ressent physiquement la douleur des autres. Ce roman, il aborde des thèmes forts comme le climat, la religion, le féminisme, la pauvreté, le racisme et l'effondrement social. En 2025, ce livre continue d'être remis en question aux États-Unis. Il est banni dans certaines écoles, bibliothèques et même des prisons, notamment au Texas. Pourquoi ? Pour son langage cru, sa violence, ses critiques religieuses et son réalisme. Ironie troublante, ce roman parle d'un monde qui s'effondre parce qu'on refuse d'écouter la vérité. Ce livre, il nous met face à l'inconfort et c'est justement pour ça qu'il faut le lire. Looking for Alaska, Qui es-tu Alaska ? Par John Green. C'est l'un des livres, encore une fois, les plus censurés aux États-Unis avec 97 interdictions selon PEN America. Ce livre, il a été publié en 2005 aux États-Unis et en 2007 en France aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici, on va suivre Miles qui a 16 ans. C'est un adolescent passionné par les dernières paroles des personnes célèbres et lui, il va intégrer un internat en Alabama pour chercher un grand peut-être, mentionné par Rabelais à la fin de sa vie. Là-bas, il rencontre Alaska Young, une fille brillante, mystérieuse et instable qui va bouleverser sa vision du monde. Miles va vivre ses premières amitiés fortes, l'amour, la transgression, ses premières expériences, tout ce dont il avait rêvé en quittant sa Floride natale. Le roman, il aborde des thèmes forts et universels comme la quête de soi, le deuil, l'amour adolescent et la sexualité. Alors pourquoi a-t-il été banni ? Les raisons les plus souvent citées par les groupes conservateurs et certaines écoles sont des scènes sexuelles, brèves mais explicites, un langage vulgaire, l'usage de drogue et d'alcool par des adolescents et des questionnements existentiels jugés trop sombres ou inadaptés aux jeunes. Je rappelle que c'est un livre pour jeunes adultes. Sold de Patricia McCormick. Lui aussi, il a été l'un des livres les plus bannis aux États-Unis au début de l'année scolaire 2022-2023, selon PEN America. Ce roman, il est basé sur des entretiens réels menés avec des jeunes filles en Inde et au Népal victimes de traite sexuelle. Selon Patricia McCormick, je cite, « Interdire ce livre, c'est déshonorer leurs expériences réelles et le courage qu'il leur a fallu pour partager leur histoire. » L'attrape-cœur The Catcher in the Rye de J.D. Salinger, c'est l'un des classiques les plus censurés aux États-Unis. Ce roman initiatique suit Holden Caulfield, un adolescent en pleine errance à New York après avoir été renvoyé de son école. Ce livre parle de deuil, de solitude et de rejet du monde adulte. Il a été banni pour son langage vulgaire, ses références sexuelles et son contenu jugé, je cite, négatif. Il donnerait en effet un mauvais exemple aux adolescents. The Hunger Games, la saga de Susan Collins. Pourquoi la saga est-elle bannie ? Eh bien, aux États-Unis, Hunger Games a été censuré ou bien retiré de certaines bibliothèques scolaires pour plusieurs raisons. On a la violence, des thèmes anti-gouvernementaux, la critique d'un régime totalitaire a été perçue comme subversive, et puis c'est une critique sociale, la dénonciation de la manipulation médiatique, des inégalités et de l'oppression dérange. Une autre saga, Twilight de Stephanie Meyer. Entre 2023 et 2024, la série Twilight a été interdite dans plus de 20 districts scolaires à travers les États-Unis, selon PEN America. Les motifs incluent contenu sexuel ou suggestif, relations jugées toxiques ou abusives, thèmes surnaturels considérés comme contraires aux croyances religieuses. The Hate You Give. Ce roman, destiné aux jeunes adultes de Angie Thomas, suit Star, 16 ans, qui navigue entre son quartier pauvre et le lycée UP qu'elle fréquente.
Elle est la seule témoin de la fusillade de son meilleur ami qui a été tué par la police alors qu'il était sans armes et suspecté de trafic de drogue. The Hate You Give, il aborde des thèmes forts comme le racisme et surtout la violence policière, inspiré par le mouvement Black Lives Matter. Pourquoi le livre a été censuré? Le langage a été jugé inapproprié car trop vulgaire et pour représentation du racisme et de la violence policière, puisque le livre les dénonce. Une école au Texas dans la vallée du Rio Grande avait retiré 676 livres de ses rayons suite aux pressions d'un groupe conservateur. Parmi ces livres, le journal d'Anne Frank, mais aussi Maus, le roman graphique qui se fonde sur les entretiens entre l'auteur Art Spiegelman et son père, un rescapé des camps de la mort. Ces livres sont jugés, je cite, « sales et diaboliques ». Alors si vous pensez que le journal d'Anne Frank et Maus sont sales et diaboliques, félicitations, vous venez de découvrir l'empathie. The Bluest Eye de Toni Morrison, L'œil le plus bleu en France. Publié en 1970, c'est le premier roman de Toni Morrison. The Bluest Eye raconte l'histoire de Pecola, une jeune fille noire qui grandit dans l'Amérique raciste des années 1940. Et elle croit que la beauté passe par les yeux bleus. Ce livre, il s'agirait d'un des 3 livres les plus souvent exclus des bibliothèques scolaires. Il a été banni pour contenu sexuel explicite, langage grossier et termes raciaux dérangeants. Il est souvent retiré des programmes scolaires et des bibliothèques dans plusieurs États, dont le Texas, la Floride et la Caroline du Sud. Beloved, un autre roman emblématique de Morrison, a lui aussi été au cœur de polémiques et de tentatives de censure. L'ouvrage aborde l'esclavage, la maternité, le traumatisme et la mémoire, et il a été accusé de contenir des descriptions choquantes, mais ce sont justement ces vérités que Morrison refuse d'édulcorer. Water for Elephants, de l'eau pour les éléphants de Sarah Gruen. Publié en 2007, ce roman suit Jacob, qui est un étudiant en médecine vétérinaire, qui, après la mort soudaine de ses parents, se retrouve sans ressources, en pleine Grande Dépression. Il rejoint donc un cirque itinérant où il s'occupe des animaux. Là, il fait la connaissance de Marlena, une écuyère, mariée au directeur du cirque, cruel et instable. Le roman, il a été contesté dans certaines écoles et bibliothèques aux États-Unis pour ses descriptions de violence, sexualité et langage vulgaire. Le roman, il aborde des thèmes forts comme la violence conjugale, l'exploitation humaine, l'exploitation animale et la maltraitance animale. C'est vrai qu'il faudrait quand même pas enseigner aux jeunes l'empathie et le respect en plus pour les animaux. Malgré cela, Water for Elephants a connu un immense succès international. Il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires et il a aussi été adapté en film en 2011. Je vais m'arrêter là, mais évidemment, vous l'avez compris, la liste des livres bannis ou contestés est beaucoup plus longue que ce que j'ai pu évoquer ici. Je vous encourage vivement à consulter toutes les ressources des associations PEN America et ALA qui tiennent à jour des listes complètes et documentées. De plus, pour aller plus loin dans l'histoire de la censure, tous les liens, articles et vidéos que j'ai mentionnés et que j'ai utilisés pour construire cette vidéo sont disponibles en barre d'informations. Alors concrètement, comment lutter contre la censure aujourd'hui ? D'abord, je pense qu'il faut la conscientiser. Il faut se rendre compte du moment où un groupe de personnes veut nous empêcher de lire quelque chose. Vous pouvez aussi partager sur vos réseaux sociaux tous les types de contenus qui parlent des livres bannis ou bien de la censure. N'hésitez pas à partager aussi ma vidéo si vous la trouvez pertinente. Vous pouvez participer à la Ban Books Week qui aura lieu du 5 au 11 octobre 2025. Cette année, le thème sera George Orwell, Censorship is so 1984, read for your rights. Et bien sûr, lire des livres contestés, c'est déjà un acte en soi, pas parce qu'ils seraient les meilleurs de la littérature, c'est pas ce que je dis, mais ils vivent tant qu'on en parle, tant qu'on les interroge. Lire, c'est aussi affronter, et parfois c'est justement ce qui dérange qui mérite d'être lu. Alors, je vous ai partagé plusieurs citations au cours de cette vidéo, et donc je voudrais terminer avec une autre citation puissante. Quand vous arrachez la langue d'un homme, vous ne prouvez pas qu'il est un menteur. Vous avertissez seulement le monde que vous redoutez ce qu'il pourrait dire. Tyrion Lannister, Le trône de fer de George R.R. Martin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez pertinente et n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Ciao les amis.